Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, disparition inquiétante de Magali. Cette jeune maman de 28 ans a disparu depuis hier après-midi. Son portable a été géolocalisé à Montgardin à 14h42. On vous dit tout en début de journal. Un supermarché va bien venir s'installer dans le Champsaur à Forest-Saint-Julien. C'est un U-Express qui doit venir s'implanter dans la zone de Pont-de-Frappe. Et puis, zoom en fin d'édition sur les chiens d'avalanche de la gendarmerie. Un entraînement était organisé en haut des pistes de Montgenèvre. Le reportage en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo dans ce vendredi dans les Alpes du Sud. Et c'est plutôt mitigé, il y a même de la neige. On attaque évidemment ce journal avec la disparition inquiétante de Magali. Cette jeune femme, cette jeune maman de 28 ans a disparu depuis hier après-midi. Alors, elle a déposé son bébé chez sa mère à Chorges. Ensuite, elle a pris la direction de Gap. Et puis, plus de nouvelles, son portable a été géolocalisé à hauteur de Montgardin à 14h42. La gendarmerie, la police, ses amis et sa famille sont à la recherche de Magali. Écoutez le témoignage très poignant de sa tante. Nous sommes démunis, nous sommes vidés, épuisés. Nous avons passé toute la nuit. Nous sommes 30 dans la famille à avoir ratissé tout le village de Chorges, de Montgardin. Mais évidemment, c'était la nuit. On n'a pas pu vérifier tout ce qu'on aurait pu voir de jour. Bon, là, l'hélicoptère est passé ce matin. Mais moi, j'ai un pressentiment qu'il s'est passé quelque chose sur Montgardin, là où s'est arrêté le portable. Donc, après-midi, le maire de Chorges a déjà envoyé une équipe de randonneurs trafiquer toute la droite de Chorges. Et là, après-midi, avec mon mari et d'autres amis, nous allons ratisser l'UBAC de Montgardin pour voir de plus près les chemins, les traces, s'il y en avait. Voilà, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus... On est aux aguets, on a le téléphone, on ne quitte pas le téléphone pour savoir la moindre indice. Alors, ce qu'il faut bien dire à nos téléspectateurs et auditeurs, c'est que le point déterminant, c'est la voiture. Si les gens ont vu donc une Xara blanche, pour faire très simple, pour que des témoignages reviennent, du côté, on va dire, de Montgardin, au centre des Hautes-Alpes, hier après-midi, il faut vraiment qu'ils appellent le commissariat ou la gendarmerie, c'est ça? Voilà. Ils appellent le 17, le 18, peu importe, mais qu'ils nous fassent savoir le moindre doute sur cette voiture. Voilà, ce qui vous rend très inquiet, la famille et les proches, c'est qu'il y a une autre disparition en ce moment de quelqu'un de fragile psychologiquement qui a disparu depuis 15 jours. Mais voilà, c'est un contexte particulier. Là, en revanche, Magali, c'est une jeune maman équilibrée, c'est ça? Très équilibrée, très battante, qui adorait son bébé. Elle est partie hier en lui faisant des bisous. Mon chéri Martin, je suis là à 5 heures, je reviens très vite. Et ça, voilà, on ne peut pas dire qu'elle est fuguée, c'est pas possible. Et comme le disait Jean-Marc Passeron, c'est la deuxième disparition en moins d'un mois dans le même secteur. Je vous rappelle que nous sommes toujours sans nouvelles de Louis Samaral, cet homme de 48 ans qui a disparu le lundi 6 janvier dernier sur le parking du supermarché Leclerc à Gap. Louis Samaral aurait été aperçu une dernière fois devant l'école de la Bâtie-Neuve le vendredi 10 janvier au matin. Allez, tout autre sujet maintenant. Un supermarché va bien venir s'implanter dans le Champsaur, plus précisément à Forest-Saint-Julien, dans la zone de Pont-de-Frappe. C'est un U-Express qui doit venir s'implanter. Alors, la zone artisanale de Pont-de-Frappe sur la commune de Forest-Saint-Julien, en projet depuis 4 ans, va enfin voir le jour. Un accord a été trouvé entre la mairie et l'association qui luttait contre l'installation de la zone artisanale et du U-Express prévu sur cette zone. Finalement, ce sont donc 7 artisans et une grande distribution qui vont s'installer sur la commune du Champsaur. Changement tout de même, la mairie a promis qu'aucune pompe à essence ne serait installée sur la zone pour les 10 prochaines années. Écoutez Fabrice Borel, le maire de la commune. Donc aujourd'hui, on avait signé un compromis de vente avec la SCI Gram. Donc aujourd'hui, le permis est instruit, a été instruit et validé. Donc il n'y a pas eu de recours et il y avait eu des recours sur les permis, sur 4 permis de construire de la zone d'activité. Donc suite à un accord avec l'association Esprit Champsaur, aujourd'hui les recours ont été retirés et on a trouvé un accord, et ce qui fait que les permis sont valides. Donc aujourd'hui on va pouvoir faire les ventes de la zone d'activité de Forest-Saint-Julien qui est entièrement terminée.
C'est vrai que la zone a eu un certain succès, puisqu'on aurait vendu au moins 2,5 fois la surface qu'on avait, à savoir 2,2 hectares. Aujourd'hui, donc, il y a 7 artisans hors la surface alimentaire qui viennent s'installer, donc essentiellement des gens de la vallée qui vont développer leur activité, leur entreprise, ou créer de nouvelles activités. Donc je pense que c'est bon pour la vallée et pour l'emploi. Politique maintenant, et le plus vieux maire de France ne se représentera pas en mars prochain. Arthur Richier, maire de Faucon-du-Caire dans les Alpes de Haute-Provence, a décidé de raccrocher. Il est maire depuis 1947, il a aujourd'hui 93 ans. Écoutez-le, il est au micro de France 3. Les femmes allaient laver au lavoir, on n'avait pas l'eau à la maison. Et j'ai fait la première adduction d'eau en 1954. 7 ans après avoir été élu maire, j'ai permis aux gens de tourner le robinet. Je leur ai dit que s'ils ne pouvaient pas faire une liste complète, j'accepterais d'être conseiller, mais je ne briguerai plus le mandat de maire. Ça ne va pas vous manquer ? Tout le monde me le dit, mais je verrai bien, mais je m'adapte assez facilement. Et puis d'abord, je ne reste pas trop enfermé. Quand il fait beau, je viens rouler ma bosse, promener dans le bois, que je coupe encore mon bois, je fais le jardin. Triste anniversaire maintenant, c'était il y a 16 ans, l'avalanche de la crête du Lozay entre Crau et les Ors. 11 personnes avaient perdu la vie, dont 9 enfants qui venaient de la banlieue parisienne. Retour sur ce drame avec Annick Berger. 23 janvier 1998, un groupe scolaire du collège privé Saint-François d'Assise de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines part en randonnée à plus de 2000 mètres d'altitude. Le groupe est accompagné du guide Daniel Forté. Malgré un grand soleil le jour de la sortie, le risque d'avalanche est de 4 sur 5, mais la sortie n'est pas annulée. Et c'est vers 13h15 que le drame se produit. Alors que les enfants et leurs accompagnateurs sont en pleine promenade, une plaque avant se détache. Elle tue 11 randonneurs, dont 9 enfants âgés de 13 à 15 ans. 20 personnes sont également blessées dans cette avalanche. Les premiers secours arrivent 1 heure plus tard. Hélicoptères et secouristes sont mobilisés et le préfet de l'époque, Alain Valmetz, déclenche le plan rouge. Les enfants, notamment, seront secourus. Écoutez le témoignage de l'un d'eux à l'époque. Il était au micro de Jean-Marc Passeron. Le moniteur nous a dit que c'était une plaque avant, donc l'avalanche pouvait se déclencher d'un moment à l'autre. Donc il fallait faire très très attention. Est-ce que vous étiez au moment de l'incident en situation d'alerte? C'est-à-dire, est-ce que vous saviez que par erreur vous étiez dans un secteur très dangereux? On savait que ça pouvait tomber, mais on n'était pas vraiment craintif. On suivait les traces. Je suis tombé de la trace et je me suis retrouvé dans l'avalanche. Non, moi j'étais même pas du tout enseveli et j'ai aidé à dégager. Et vers la fin des évacuations, moi j'étais sorti. L'avalanche de la crête du Lozay qui a secoué la France entière. Pas moins de 4 ministres se rendent sur place le soir même, dont le premier d'entre eux, Lionel Jospin. Devant l'émotion suscitée, un homme est mis en cause. Le guide Daniel Forté, une pression énorme est mise sur ses épaules. Il sera condamné à 2 ans de prison avec sursis le 13 janvier 2000. Un verdict qui avait provoqué la colère de nombreuses familles de victimes qui avaient dénoncé une impunité. Un verdict et un drame qui, encore aujourd'hui, suscite beaucoup d'émotions dans la France entière. Sport maintenant, et les préparatifs du Tour de France 2014 battent leur plein dans le département. Aujourd'hui, une réunion était organisée en préfecture. Je vous rappelle que la grande boucle va passer par Risoul. Tallard sera ville départ. Le point avec Adrien Citeau. 6 mois, le prochain Tour de France passera dans 6 petits mois. Et déjà, l'ASO, l'Amaury Sport Organisation, en charge de la grande boucle, était de passage dans les Hautes-Alpes cette semaine. La 14e étape arrivera à Risoul le samedi 19 juillet. Et le lendemain, c'est de Tallard que les coureurs s'élanceront vers Nîmes. Le Tour a ses habitudes dans les Hautes-Alpes. Et pour Yannick Goasduf, représentant d'ASO, c'est un peu de l'histoire du Tour qui est sur les routes du département. Pour le passage en col de l'Isoard qui a fait l'histoire et entretient l'histoire du Tour de France depuis plus de 110 ans maintenant. Et il est important, en tout cas il y a une synergie à revenir dans les Hautes-Alpes. Néanmoins, il faut toujours être vigilant parce que nous sommes sur la voie publique et il faut savoir anticiper sur toutes les problématiques, bien sûr, inhérentes à une configuration qui plus est montagne. Le Tour empruntera donc le col du Lotaré, redescendra vers Briançon avant de bifurquer vers le fameux col de l'Isoard pour ensuite redescendre dans le centre de Guillestre et enfin Risoul. Jean-Louis Pagès, directeur des sites du Tour de France, n'est pas en terre inconnue à Risoul. L'arrivée d'un Tour de France, ça se prépare. Moi je suis venu à Risoul sur les premiers repérages il y a 4 ans environ pour justement essayer de voir ce que l'on pouvait faire en termes d'arrivée.
On ne pouvait pas penser à un départ parce qu'on est en situation donc haute, bien sûr, et la descente aurait été un petit peu délicate. Donc j'ai fait des repérages de manière tout à fait anonyme. Et ensuite j'ai rencontré le maire de Risoul en lui disant que voilà, si il souhaitait continuer à poser candidature pour recevoir le Tour, il fallait faire quelques petits aménagements et notamment donc des plateformes à l'entrée de la station, ce qui a été fait. Alors un réaménagement principalement donc de la chaussée avec en parallèle un petit surplomb qui nous permet donc de mettre en place une partie de nos installations. Dimanche 20 juillet, c'est donc de Tallard que partiront les cyclistes du Tour. 7 ans après le dernier passage de la boucle dans la petite bourgade du sud des Hautes-Alpes, c'est un nouveau challenge. Écoutez Jean-Michel Arnaud, le maire de Tallard. Chaque départ, chaque arrivée est un prototype, puisque la ville évolue, la ville vit, elle s'aménage, elle s'organise. Et quand bien même la commune de Tallard a accueilli en 2007 le départ du Tour, eh bien Tallard 2007 n'est pas Tallard 2014 et donc il y a des adaptations à mettre en œuvre. C'est ce que nous avons fait lors d'une réunion très technique, très pratique. Au total, et même si les organisateurs hésitent à se prononcer sur ces chiffres, c'est au bas mot 250 000 spectateurs qui sont attendus pour la seule journée de samedi avec l'arrivée à Risoul. Nul doute que la circulation sera délicate sur les routes du département pendant ce week-end de juillet. Sport toujours, et on a appris une bonne nouvelle hier soir. Elles seront au moins 3 à représenter les Hautes-Alpes aux Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en février prochain. La liste est tombée hier soir, alors Coraline Hugues, Charlotte Banks et Alizé Baron valident leur ticket. Félicitations à elles. Allez, terminons ce journal avec les chiens d'avalanche de la gendarmerie. Une formation était organisée aujourd'hui à Montgenèvre. L'élite des chiens d'avalanche est formée dans les Hautes-Alpes. Le reportage d'ICI TV. Montgenèvre, 9h du matin, le ciel est partiellement dégagé mais la journée s'annonce excellente pour l'entraînement. Le capitaine Christofoli nous emmène à 2300 mètres d'altitude pour commencer l'expérience. C'est là qu'une vingtaine de chiens de la gendarmerie se perfectionnent, s'entraînent, s'exercent à la recherche de personnes victimes d'avalanches et coincées sous la neige. 2 cobayes ont été ensevelis dans des igloos sous la poudreuse. Le premier malinois arrive sur les lieux de l'entraînement. Un instructeur l'excite avant la grande recherche. Hop, tu montes au chien. Allez, ouais, c'est très bien, 5 aéros, oui. Belter, c'est très bien mon chien, ça, parfait. Allez mon gamin, allez, tu veux le faire. Allez Bilou, allez mon loulou. Allez mon go, allez mon loulou, allez mon go, allez mon gamin. Jusque là. Oui, c'est bon. L'exercice est impressionnant et il est réalisé à plusieurs reprises pour perfectionner ces chiens. Essentiellement des malinois, ces sauveteurs à 4 pattes viennent tous du Centre national cynophile de la gendarmerie à Gramat. Après 14 semaines de formation, les chiens viennent se spécialiser à Montgenèvre durant 3 semaines. L'élite des chiens d'avalanche est dressée dans les Hautes-Alpes. Le domaine du secours est un domaine prestigieux puisque bien évidemment c'est une mission noble mais derrière cette mission noble se cache beaucoup d'entraînement. Nous avons à peu près 600 chiens en gendarmerie et vous n'avez ici que 25 chiens qui sont spécialisés dans les avalanches. Il faut d'abord que ce soit des chiens qui sont entraînés dans le cadre normal de la recherche de stupéfiants, recherche de personnes. Et ensuite, nous venons les former ici. Ils sont donc sélectionnés pour venir pendant 15 jours, pendant un stage, où du jour au lendemain, ils découvrent la neige. Et il faut qu'on puisse les former en 15 jours de façon à ce qu'ils soient efficaces et puissent effectivement participer aux recherches en avalanche.
Et parmi les maîtres des lieux, le capitaine Dominique Cristofoli, responsable de la formation des chiens d'avalanche de la gendarmerie nationale, est toujours accompagné de son fidèle Clixi, son chien personnel à qui il a tout appris. Alors Clixi, c'est un chien de gendarmerie qui a été dressé en avalanche, qui a subi donc comme tous les autres une formation. Il a d'abord été donné à un maître de chien parce que c'était un excellent chien. Malheureusement, son maître a quitté l'institution et donc ce chien étant encore jeune et comme je l'avais eu en formation, je l'ai récupéré et actuellement c'est mon chien de fonction. C'est un excellent chien, pour démontrer aux stagiaires, c'est un excellent chien au niveau sociabilité. Il a toutes les qualités qu'on demande d'un chien d'avalanche. Nous, on est un peu chauvin, on considère que le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Il est certain qu'on a un rapport très particulier avec nos animaux. C'est presque une relation, en tout état de cause, de couple, parce qu'on est énormément avec nos chiens. Et c'est la seule manière d'avoir du résultat. C'est ce côté relationnel avec l'animal qui fait qu'il travaille pour nous faire plaisir. C'est rechargé, c'est tout. Dominique Cristofoli a donc formé Clixi et plus d'une centaine de chiens d'avalanche depuis le début de sa carrière. Des meilleurs amis de l'homme, il en a donc vu partir, mais le capitaine garde le sourire. Ses amis formés à Montgenèvre sont partis sauver des vies. Et on en profite pour saluer le travail de la gendarmerie nationale. Évidemment, l'actu d'ici est terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Sous pression européenne, le pouvoir ukrainien propose de discuter au plus vite au Parlement des exigences des manifestants. Après les violences qui ont fait 5 morts la veille, le président Yanukovych doit rencontrer les leaders de l'opposition. Ces derniers lui ont lancé un ultimatum. Il a 24 heures pour entamer une réelle conciliation. À Montreux, en Suisse, l'heure est à la tentative de médiation entre dignitaires et opposants syriens. Après l'étalage de leurs désaccords, le médiateur de l'ONU doit convaincre les deux camps d'entamer des négociations. Principale pierre d'achoppement, le sort du président Assad. L'opposition fait de son départ un principe. L'idée est rejetée par le régime. Peut-être un premier pas vers la fin des hostilités au Soudan du Sud. Les belligérants devraient bientôt signer un accord de paix selon des médiateurs. Les délégations du gouvernement sud-soudanais et les partisans de l'ex-vice-président Machar négocient difficilement depuis début janvier à Addis Abeba. Depuis la mi-décembre, plusieurs milliers de personnes sont mortes dans les combats. 3 ans ferme pour la jeune femme à l'origine de l'incendie meurtrier de l'hôtel Paris Opéra en 2005. 2 ans, dont 1 avec sursis pour son compagnon de l'époque. La justice a rendu des peines particulièrement sévères contre les responsables du drame qui avait fait 24 morts. L'établissement accueillait principalement, et en trop grand nombre, des familles étrangères précaires envoyées par le SAMU social. Après 5 années consécutives de hausse des cambriolages, Manuel Valls promet de renverser la vapeur. Selon lui, les 3 premiers mois du plan de lutte anti-cambriolage auraient déjà permis d'inverser la tendance en zone urbaine, ce qui n'est pas le cas en zone rurale. Lutte anti-cambriolage, action dans les ZSP, les zones prioritaires de sécurité. L'autre cible déclarée du ministre de l'Intérieur est la poursuite des saisies des avoirs criminels, plus 22% entre 2012 et 2013. Allez, l'actu d'ici et d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. d'ici.fr